Jean-Jacques Bourdin. François-Xavier Bellamy est avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes député européen, François-Xavier Bellamy, l'un des hauts responsables des LR, votre parti. Dites-moi, François-Xavier Bellamy, vous soutenez Bruno Retailleau? Oui. Hein? Vous êtes clair pour la présidence LR. Je l'ai dit dès le début. Oui. Vous l'avez dit dès le début. J'ai vu d'ailleurs que son adversaire, Laurent Wauquiez, pour la présidence LR, était déjà candidat à la présidence de la République. Il va vite en besogne, non ? Mais vous savez, dans une élection interne, il n'y a pas d'adversaire. Il y a des concurrents, mais nous faisons partie de la même formation politique et je ne doute pas un instant que le lendemain de cette élection interne, nous serons tous unis. Parce que ce qui est en jeu, Jean-Jacques Bourdin, c'est de reconstruire cette famille politique, de reconstruire un parti politique de droite clair, cohérent, courageux, dans lequel tous les électeurs de droite de ce pays puissent se reconnaître, et au-delà, tous les électeurs français qui veulent que la France sorte de la crise qu'elle traverse. Et notre défi, c'est de reconstruire, pas pour le parti, mais pour le pays. C'est ça qui compte pour nous. Oui, mais enfin bon, si jamais Wauquiez est battu, il ne pourra plus être candidat à la présidence de la République. Ça me paraît évident. C'est le vainqueur de la présidence LR qui sera candidat LR à la présidence de la République. Ce qui se joue là, c'est l'élection à la présidence du parti. Oui, la présidentielle, c'est dans 2 ans. Et Bruno Retailleau n'a pas dit qu'il serait candidat à la présidentielle. Chaque chose en son temps. Le premier défi pour nous, c'est d'abord de reconstruire. Vous savez, avant la présidentielle, il va se passer beaucoup de choses. Il va y avoir des élections municipales qui sont fondamentales pour notre pays. Il va y avoir peut-être des élections législatives anticipées. Il y aura peut-être des référendums. En tous les cas, notre formation politique, il ne faut pas qu'elle attende 202027 pour se mettre au travail. Oui, mais ça fait trop longtemps qu'on est obsédé par la présidentielle et qu'on en oublie tout le travail nécessaire pour parce que tous les hommes politiques ou femmes politiques pensent à la présidentielle de 2027. Vous le savez bien, François-Xavier Bellamy. Moi, je pense au pays. Et c'est ça qui fait la différence. Peut-être, je crois qu'on est... Vous ne serez pas candidat, vous, de toute façon, en 2027. En tous les cas, la France, elle a besoin de politiques qui réfléchissent au temps long et qui se préoccupent d'autre chose que du prochain rendez-vous électoral. Bien, mais c'est du bluff, ce qu'a dit Bruno Retailleau concernant l'Algérie. Il n'a pas employé, j'ai regardé l'interview dans Le Parisien, il n'a pas employé le mot démission. Hein. Ça a été une interprétation de ce qu'il a dit à propos de l'Algérie. Si la France renonce à un rapport de force avec l'Algérie, il démissionnera ? Mais Bruno Retailleau, il l'a dit avec beaucoup de clarté. Aujourd'hui, pour lui, ce qui compte, c'est d'être utile. On n'est pas rentré au gouvernement avec les ministres de droite qui nous représentent dans ce gouvernement. On n'est pas rentré dans ce gouvernement pour nous faire plaisir. On est rentré dans ce gouvernement pour être utile au pays. Et si on n'a pas les moyens d'être utile, il n'y a pas de raison d'y rester. Mais aujourd'hui, vous remarquerez que le Premier ministre suit la ligne de Bruno Retailleau. Le Premier ministre a demandé à l'Algérie de respecter les conditions qui lui étaient fixées pour que les accords qui nous lient avec ce pays soient maintenus. Nous voudrions aller beaucoup plus loin. Nous, demain, si nous avons les moyens, si nous avons une vraie majorité à l'Assemblée nationale, si nous avons une vraie alternance, aller plus loin. Que faites-vous ? Les députés et les Républicains, ils ont déjà, à l'Assemblée nationale, proposé, il y a plusieurs mois, de remettre en cause l'accord de 68 avec l'Algérie, de sortir de cet accord de 68. Aujourd'hui, c'est clair qu'on n'a pas, nous, LR, une majorité pour prendre des décisions comme celle-là. Mais ça n'empêche pas de commencer à être utile dès maintenant, en mettant la pression à l'Algérie pour qu'elle puisse... Et ça, c'est urgent pour la sécurité des Français. Reprendre ces ressortissants dangereux qui sont sur notre sol. Si ça avait été fait, l'attentat qui a eu lieu dernièrement à Mulhouse n'aurait pas endeuillé la France. Et puis pour, ne serait-ce que cela, libérer Boualem Sansal. On n'en parle pas assez, on n'en parle plus assez. Mais Boualem Sansal, aujourd'hui, en Algérie, il est privé même d'un avocat. C'est un citoyen français, il est retenu en otage de manière totalement arbitraire par le régime algérien. Nous devons exiger sa libération matin, midi et soir jusqu'à l'obtenir enfin. Oui, à propos des OQTF, je voudrais remarquer que on expulse à peu près 4,6% des Algériens sous OQTF, 4,4% des Marocains, 5% des Tunisiens et 0,5% des Maliens. Donc il n'y a pas que l'Algérie qui est concernée. Bien sûr, il n'y a pas que l'Algérie qui est concernée d'OQTF. Mais c'est pour ça qu'on travaille, Jean-Jacques Bourdin, au Parlement européen, parce que ça, c'est mon travail. C'est pour ça qu'on travaille sur... La solution est aussi européenne. Bien sûr.
Bien sûr, on travaille sur le règlement sur les retours. Aujourd'hui, on a une directive européenne sur les expulsions qui en réalité empêche les États d'expulser. C'est le paradoxe total. Le droit européen est un problème pour nos États quand ils veulent faire respecter nos frontières. C'est ça qu'il faut renverser. Et on a aujourd'hui une majorité en Europe pour y parvenir. On travaille sur ce règlement sur les retours qui permettra que les États retrouvent les moyens d'agir et les moyens d'expulser. Et pour ça, il faut une vraie solidarité européenne. Si demain, tous les pays européens disent « nous ne donnons plus un seul visa », à un État qui ne coopère pas sur les retours, un État qui, comme l'Algérie ou d'autres, ne reprend pas ses ressortissants qui sont rentrés illégalement dans un pays européen, nous faisons tous ensemble ce choix de ne plus donner un seul visa, je vous garantis qu'on n'aura plus aucun problème de laisser passer consulaire. Est-ce que toute l'Europe, est-ce que tous les pays de l'Union européenne sont d'accord sur cette position? Aujourd'hui, il y a une majorité en Europe. Il y a une majorité, hein. Il y a 15 chefs d'État et de gouvernement qui sont de ma famille politique, qui sont de droite, et qui sont prêts à agir parce qu'ils voient bien que l'immigration est une immense source d'insécurité. Vous savez, on parle beaucoup de sécurité en ce moment, on parle beaucoup de défense, on parle de menaces géopolitiques. Je vais y venir. Mais la question migratoire, c'est un enjeu géopolitique. La protection de nos frontières, c'est déjà une manière de nous défendre face à des menaces extérieures. Que fait la Russie aujourd'hui avec des pays comme la Pologne, la Lituanie? J'ai été à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Tous les jours, la Russie organise une crise migratoire à la frontière de ces pays. Elle envoie de manière totalement organisée des personnes qui cherchent à rentrer illégalement sur le sol de ces pays. Ce que personne ne remarque d'ailleurs. Eh bien, vous voyez, je le dis à votre micro. Aujourd'hui, c'est très concret. L'immigration est devenu un outil de guerre hybride. La guerre, c'est plus seulement la guerre entre deux armées qui se font face. La guerre, elle utilise des moyens détournés. Et l'arme migratoire est devenue un moyen de pression sur l'Europe. C'est le cas de la Russie, mais ça a été aussi le cas de la Turquie, avec la Grèce et la Bulgarie. Et donc, si on veut que l'Europe soit forte, si on veut que nos pays retrouvent leur sécurité, ils doivent retrouver leurs frontières. Et ça, c'est nous qui sommes en train de le faire au plan européen aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine veut la paix ? Je crois que Vladimir Poutine veut aujourd'hui retrouver sa domination sur les États qui l'entourent dans le vieux rêve de reconstituer l'URSS, de reconstituer l'Empire soviétique. Et je crois que nous avons le devoir de nous y opposer. Si Vladimir Poutine voulait la paix, il n'aurait pas déclenché la guerre en Ukraine. C'est lui qui a déclenché la guerre en Ukraine. C'est lui. Et il faut s'opposer à toute espèce de déni de réalité historique qui consisterait à faire croire que la guerre en Ukraine, c'est de la faute de l'Ukraine, ou que la guerre en Ukraine, c'est de la faute des pays de l'Ouest. C'est absolument aberrant. On ne parlerait pas du tout, pas un instant, de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ou de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN si Vladimir Poutine n'avait pas attaqué l'Ukraine. Et vous savez, moi j'ai assisté à ce même révisionnisme sur d'autres terrains. Quand l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie, il y a quelques années maintenant, en 2020, j'ai entendu aussi, y compris dans les capitales occidentales, des gens dire « Non mais quand même, c'est de la faute de l'Arménie, ils avaient exagéré, est-ce que vraiment ils avaient besoin de garder ce territoire dans le Haut-Karabakh où pourtant des Arméniens vivent depuis des millénaires ?» Il faut pas reprendre le narratif de l'agresseur. Il y a dans une guerre toujours quelqu'un qui déclenche la guerre et quelqu'un qui la subit. Et commencer par regarder cela en face, c'est le début de tout débat politique sérieux. Alors, Donald Trump et Vladimir Poutine se parlent demain, nous verrons bien. Donald Trump dit, on commence à discuter d'un partage. Alors, un partage de quoi? On ne sait pas, des richesses ukrainiennes, j'imagine. Partage. Les deux hommes vont-ils se partager l'Ukraine? Mais vous savez que le grand drame qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que le destin de ce pays qui est sur le continent européen va se jouer sans que l'Europe, sans que les pays européens soient capables de peser vraiment dans cette discussion. On a deux puissances qui se partagent un territoire européen au-dessus de notre tête. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est comment sortir de cette impuissance ? Pendant toute la campagne européenne, j'ai défendu l'idée que la seule chose qui comptait aujourd'hui pour les pays européens, c'est de retrouver les moyens de maîtriser leur destin. Nous avons perdu la maîtrise de notre destin. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Parce que sinon, on pourra s'indigner tant qu'on voudra. À la fin, on sera condamné à être spectateur de notre propre impuissance. Est-ce, comme le dit Emmanuel Macron, que ce n'est pas à Poutine de décider si une force européenne de la paix doit être oui ou non déployée pour garantir cette paix? Bien sûr, si les Ukrainiens... Vous êtes d'accord là avec Emmanuel Macron? Oui, mais encore une fois, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on sort des jugements moraux, comment est-ce qu'on sort des indignations de circonstances? Pour ça,
Mais on a reproché à Emmanuel Macron d'exagérer la menace russe. Est-ce qu'il a exagéré la menace russe ? La menace russe, elle parle pas de la même manière, elle menace pas exactement de la même manière des pays comme ceux dont je croise tous les jours les députés, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, la République tchèque. Tous ces pays-là, ils sont effectivement devant une menace existentielle parce que ils ont la certitude. Et comment ne pas les écouter ? La plupart de mes collègues qui représentent ces pays, ils sont nés dans l'Union soviétique. Ils savent ce que ça veut dire d'être occupé par la Russie. Et ils ont la certitude que la menace, elle est dirigée directement vers eux. Pour nous, la menace, elle est plus mélangée. C'est une menace de guerre hybride, de guerre informationnelle. C'est une menace sécuritaire. L'arme migratoire dont je parlais tout à l'heure, aujourd'hui, elle peut être dirigée contre la France depuis l'Afrique. La Russie a pris des positions très importantes dans de nombreux pays africains, souvent en affrontant directement la France dans ces pays-là, et je pense notamment aux milices Wagner qui ont fait face aux soldats français. Que pensez-vous de la visite, par exemple, de Marine Le Pen au Tchad ? Mais au-delà même de la menace russe, il y a une menace globale aujourd'hui. C'est la Chine, c'est l'Iran. Ce sont des États autoritaires ou totalitaires qui veulent faire la démonstration que la démocratie c'est terminé. Et donc notre devoir à nous, c'est de sortir de la passivité et de montrer que nous sommes capables de nous défendre. Alors l'Europe veut sortir de la passivité, effectivement, c'est en route, mais vous allez me dire, parce que vous êtes rapporteur du texte sur l'industrie de défense européenne, donc vous connaissez bien le sujet, où en est-on de cette volonté d'une vraie défense européenne, d'acheter du matériel européen au lieu d'acheter du matériel américain? Où en est-on? Vous connaissez bien, vous êtes de la même famille politique que le nouveau chancelier allemand, où en est-on, François-Xavier Bellamy? D'abord, on en est à un point de départ qui est celui de cette impuissance que j'évoquais à l'instant. L'année dernière, Jean-Jacques Bourdin, les pays européens, globalement, ont acheté 79% de leurs armements hors d'Europe. Et une grande majorité aux États-Unis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en effet, quand on voit le président Trump qui semble vouloir remettre Vladimir Poutine au centre du jeu, mais les pays européens se sentent extrêmement démunis et fragilisés. Donc le vrai défi, c'est comment est-ce qu'on produit de nouveau notre armement en Europe. C'est bien sûr un enjeu de sécurité, mais c'est aussi un enjeu industriel, c'est aussi un enjeu de prospérité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un mouvement vers l'achat de matériel européen? Oui, et c'est le combat que je vais porter tous les jours. Je suis rapporteur pour ce texte sur l'industrie de défense. On commence la négociation aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin. Ça peut pas être plus actuel. Donc je reviendrai dans quelques semaines vous raconter le résultat. Non, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais moi, je vais me battre. C'est le bras de fer que je mène depuis des mois déjà. Je vais me battre pour que les Européens décident collectivement d'investir dans une industrie de défense qui soit dans nos pays, autonome, souveraine, capable d'assurer à nos forces armées les moyens de leur mission. Il faut pas de fantasme. On n'aura jamais d'armée européenne. On va jamais avoir de compétences de défense qui soient transférées par nos États à la Commission européenne. En revanche, il faut que nos États deviennent plus souverains, et pour être plus souverains, il faut que nos forces armées nationales puissent compter sur des moyens qui soient d'abord plus robustes, qui soient plus massifs et qui soient plus autonomes. Et si l'Europe est attaquée, mettre en commun toutes ses capacités militaires de défense. Le plus important, c'est qu'elle ne soit pas attaquée. Vous savez, c'est la grande leçon de l'histoire européenne. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et donc, notre but, c'est la paix, bien sûr. Notre but, c'est pas la guerre. Notre but, c'est de garantir que nos États ne seront pas attaqués. Pour qu'ils ne soient pas attaqués, il faut qu'ils soient absolument certains qu'ils sauront se défendre si jamais ils sont menacés. Bien, mais concrètement, prenons le cas des F-35. Vous confirmez que le Portugal est en train de réfléchir et même de renoncer peut-être à la commande d'avions américains, que l'Allemagne aussi se pose des questions? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une discussion, mais... D'autres pays aussi s'interrogent? D'autres pays, aujourd'hui, tous les pays européens sont en train... Vous savez, il y a 15 jours, il s'est passé un événement très important qui est un peu passé sous les radars en France. Au Conseil de sécurité aux Nations Unies, les États-Unis ont voté dans une résolution qui opposait la Russie aux pays européens. Ils ont voté avec la Russie contre les pays européens. Ils ont voté avec la Corée du Nord. Ils ont voté avec le Venezuela. Et donc, on voit bien aujourd'hui que la question de notre alliance avec les États-Unis, et moi j'espère et je crois que les États-Unis resteront nos alliés dans la durée et que nous garderons avec eux... Vous avez des doutes ? Non, parce que les États-Unis sont une très grande démocratie et nous avons tellement à défendre en commun que je ne doute pas que nous resterons du même côté de l'histoire. Mais ce qui est vrai, c'est que dire qu'ils sont nos alliés ne veut pas dire qu'ils sont nos suzerains. Et nous ne sommes pas leurs vassaux. Et si nous voulons l'alliance, nous devons vouloir l'alliance dans l'indépendance. Pour qu'il y ait une alliance forte, il faut que nous soyons des alliés forts.
Et les États-Unis ont raison de reprocher aux Européens de ne pas avoir travaillé assez pour leur propre défense pendant longtemps, de ne pas avoir investi assez dans leur propre défense. Mais vous savez, Jean-Jacques Bourdin, je voudrais juste ajouter un mot. On parle beaucoup d'armée, on parle d'armement, on parle d'équipement militaire. La défense de nos pays, c'est pas seulement une question de sécurité militaire, c'est une question de prospérité. Si l'Europe continue à décliner économiquement, elle se rendra vulnérable, y compris sur le plan de sa sécurité. C'est donc une question de volonté. Et pour la France en particulier, la France aujourd'hui, elle est vulnérable pas à cause de son armée, parce qu'elle a la chance d'avoir une armée d'intervention, elle a la chance d'avoir la dissuasion nucléaire. Mais la France, elle est vulnérable à cause de sa dette. Elle est vulnérable parce qu'aujourd'hui, elle ne contrôle pas ses dépenses. Elle est vulnérable parce qu'aujourd'hui, nous sommes le pays de l'OCDE où on travaille le moins en moyenne par habitant sur une vie. Elle est vulnérable parce qu'elle décroche économiquement. Elle est vulnérable parce que ceux qui veulent travailler dans ce pays, ils sont en permanence empêchés de bosser, empêchés de réussir par le poids d'une réglementation qui les asphyxie. Et tout ça met notre pays en danger. La sécurité d'un pays, c'est pas seulement sa défense, et c'est cette vision stratégique qu'il faut retrouver. François-Xavier Bellamy, il va falloir faire un effort financier considérable en Europe pour la défense. Alors, un grand emprunt européen, je sais pas, on parle de plusieurs centaines de milliards d'euros, comme on l'a fait pour le Covid. Les 800 milliards d'euros dont parlent les autorités européennes aujourd'hui, ça n'est pas de l'argent européen, c'est l'argent que les États vont pouvoir mettre sur la table avec la flexibilité qui leur est donnée sur le plan du droit européen pour investir plus et donc pour s'endetter plus. Mais la France, elle est dans une situation où elle ne peut pas s'endetter plus, parce que sinon elle se met en grand danger. Et donc vous voyez bien, encore une fois, à quel point tout est lié. Tout est lié. Et tout est lié à la question de la sécurité et de la paix pour l'avenir de notre pays. Oui. Donc un gros effort financier de la part de tous les pays européens. Bien sûr, mais la vraie question ne sera pas seulement combien d'argent on met. La vraie question sera où est-ce qu'on met cet argent. C'est ça le plus important. Et en France, comment finance-t-on l'effort de défense en revenant sur, comme l'a dit François Bayrou hier, en ne revenant pas sur la retraite, l'éventualité d'une retraite à 62 ans. Écoutez, de toute façon, moi j'avais dit depuis le début de ce conclave sur les retraites que c'était mentir aux Français de leur faire croire qu'on pouvait revenir sur la retraite à 62 ans. La vérité, c'est, je vous le redis, on est dans ce pays, le pays dans lequel, sur une vie, en moyenne, on travaille le moins par habitant dans tout l'OCDE. Il n'y a que la Turquie qui soit au même niveau que nous. Ça cache des inégalités énormes. Parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui bossent très dur et qui bossent énormément. Et beaucoup de gens qui en bossant très dur ont du mal à s'en sortir. Et ça, c'est un sujet d'injustice immense. Et il faut corriger ça. Mais c'est vrai qu'à la fin, on a trop de gens dans ce pays qui pourraient travailler et qui ne le font pas. Il faut mieux répartir l'effort. Et il faut surtout qu'au collectivement, la France travaille plus pour pouvoir garantir l'avenir de sa défense, de sa sécurité, de la protection de ses frontières, mais aussi de sa protection sociale, de son modèle social. Comment est-ce qu'on peut tenir un modèle social dans la durée dans un pays où l'État est structurellement déficitaire depuis plus de 50 ans maintenant? Ça n'a pas de sens, ça peut pas tenir. Et donc, faire croire aux gens qu'on va pouvoir travailler moins, c'est leur mentir. Et je crois qu'il était temps qu'on sorte de ce mensonge. On utilise le contexte de la situation géopolitique actuelle pour le faire. La vérité, c'est que on savait déjà très bien que c'était pas possible. Et moi, je le dis depuis le début. François Bayrou a enfumé totalement les syndicats, quels qu'ils soient patronaux. En tous les cas, faire croire aux gens qu'on pouvait discuter de travailler moins. Vous savez, même tous les pays européens autour de nous regardent avec stupéfaction en disant mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un déficit qui inquiète toute l'Europe, parce qu'il menace la stabilité économique et monétaire de toute l'Europe, et alors que tous nos voisins travaillent plus longtemps, on est en train de parler de travailler moins longtemps. Je remarque que de plus en plus des potentiels candidats à l'élection présidentielle sont sur ce terrain-là, sur votre terrain, de plus en plus. Tant mieux, si je suis rejoint, mais la droite, elle a jamais menti sur cette question-là. Jamais. C'est vrai, mais beaucoup. Bon, et puis beaucoup parlent d'une part de capitalisation aussi. Vous êtes favorable? Bien sûr, de capitalisation évidemment. Le système par répartition, aujourd'hui, c'est un schéma de Ponzi. C'est une pyramide qui, en fait, en réalité, met en danger l'avenir des générations qui viennent. La vraie question, et vous savez, Jean-Jacques Bourdin, pour moi, la vraie question, c'est pas de venir avec des discours moralisateurs sur comment travailler plus. Le vrai sujet, c'est comment on sort de l'appauvrissement de ce pays. Comment on sort l'Europe du décrochage économique? À la veille de la crise de 2008, le PIB de l'Union européenne était supérieur au PIB des États-Unis. Aujourd'hui, le PIB de l'Union européenne, il est inférieur de 80%
au PIB américain. Le décrochage est spectaculaire. Et c'est aussi pour ça que l'Europe est si menacée. Si l'Europe était une puissance économique très forte, si la France était capable de rayonner dans le monde avec son économie, avec son industrie, avec sa production, eh bien je ne doute pas qu'on considérerait avec plus de sérieux et de respect notre pays et notre continent. Et donc, sortir du décrochage économique, c'est aussi un enjeu géopolitique, mais c'est aussi un enjeu de prospérité pour les Français. L'appauvrissement de ce pays, ça devient insupportable. Il faut sortir de là, et pour ça, encore une fois, il va falloir se retrousser les manches, tous ensemble. Mais c'est un magnifique projet. La France a un potentiel magnifique, à condition qu'elle se donne les moyens de bien vouloir l'exprimer. Pas de retour du service militaire obligatoire, a précisé Emmanuel Macron. Il préfère une armée professionnelle plus une armée de réserve. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Oui, tous les militaires le disent. Aujourd'hui, l'armée, elle a fait ce virage-là. Elle est devenue une armée de métier. Et il ne faut pas déstabiliser cet équilibre. En revanche, la réserve est clairement un moyen de renforcer le nombre. Et on voit que le nombre est un enjeu fondamental. De renforcer aussi la culture de la défense et de la sécurité dans la société, sans transformer l'armée. Vous savez, moi, j'ai enseigné pendant 11 ans. Dans l'éducation nationale, et je suis souvent frappé de ce qu'on demande à l'armée de faire tout ce que l'école n'a pas réussi à faire. On se dit, voilà, il y a un grand problème d'unité dans la société, il y a un énorme problème d'intégration, il y a un problème d'assimilation aux valeurs fondamentales de la France et de la nation, et donc il faut rétablir le service militaire pour réussir à revenir là-dessus. Mais on peut pas demander à l'armée de combler en quelques mois ce que l'école n'a pas su faire en 15 ans. Alors, la vraie question, c'est comment on reconstruit notre école. Et ça, c'est un enjeu majeur. La première, vous connaissez, vous êtes très souvent au Parlement européen, très assidu, l'un des députés les plus assidus, la place 19 dans le Parlement européen. Vous savez qui siège à la place 19 ? Parce qu'elle est souvent vide. J'imagine que vous parlez de Jordan Bardella. Oui. C'est vrai qu'elle est souvent vide ? Non, honnêtement, on va pas. Bon, d'accord, non, mais je vous dis ça comme ça parce que Jordan Bardella, maintenant, il est devenu président de son groupe au Parlement européen. Ouais. On a évidemment des divergences sur bien des sujets, mais Jordan Bardella, il est présent pour les votes et la place 19, elle est occupée. La vraie question qui se pose pour nous, c'est comment on fait en sorte, nous, Français, de peser au Parlement européen, de compter, de travailler pour faire en sorte de changer les équilibres. Mais vous ne votez pas ensemble. Et ce que j'ai regretté, c'est vrai, ces dernières années, c'est que effectivement, le Rassemblement national, qui avait la plus grande délégation, n'était pas réellement présent dans les débats les plus importants, y compris pour faire entendre la voix de la France et la voix des Français. Nous, on est peut-être une moins grande délégation, mais comme vous le disiez à l'instant, avec tous les élus qui m'accompagnent, je peux garantir aux Français qu'on est tous les jours au combat, parce que l'Europe, c'est ça. L'Europe, c'est un combat quotidien. François-Xavier Bellamy, dernière question. Est-ce que ça vous a choqué le fait qu'on interrompe un match de football pour rompre le ramadan ? Match de Ligue 1 entre Angers et Monaco, c'était samedi, je crois. Mais bien sûr, vendredi soir. C'est pas que ça m'a choqué, c'est que c'est un vrai grand moment de rupture avec notre projet français. C'est le projet de la France, c'est le projet d'un pays dans lequel on ne change pas notre manière de vivre à cause des coutumes et des exigences de quelque communauté que ce soit. On ne laisse pas la communauté nationale être divisée. Et aujourd'hui, cette volonté de diviser et de fracturer la communauté nationale, qui vient notamment de l'agenda islamiste, elle s'exprime dans tous les lieux apparemment anodin de la vie de la société. Des parlementaires, notamment LR, ont déposé un rapport d'information extrêmement précis sur l'entrisme islamiste dans le monde du sport. Il faut prendre ça très au sérieux, parce que le sport, c'est un vecteur éducatif, et les islamistes le savent, et donc ils rentrent dans le monde du sport, dans les clubs, et notamment dans le football, pour faire avancer leur agenda. On doit y mettre évidemment un terme. Vous savez que la Fédération française de football est hostile à ce type de pratique. J'espère qu'elle fera respecter sa propre consigne demain.